La première chose à dire, c'est que moi j'aime bien mener des aventures et je trouve que venir faire une restitution devant l'hôpital comme ça, c'est quand même pour un député, c'est une forme d'aventure, donc déjà je trouve ça chouette. Elle est permise par la direction puisqu'on nous a interdit l'accès à une salle normale à l'intérieur de l'hôpital. Donc c'est grâce à monsieur le directeur de l'hôpital psychiatrique Pinel qu'on va avoir l'occasion de bronzer en ce début d'après-midi. Donc ça c'est la première chose. Moi je remercie les syndicats puisque c'est à leur invitation et avec eux que cette restitution se fait. J'avais fait une promesse ici même d'ailleurs, c'était pendant ma campagne. Vous aviez fait une grève pour un certain nombre d'entre vous et vous étiez sur le rond-point. Et j'étais venu et j'avais dit si je suis élu député, je viendrai passer 24 heures à l'intérieur de l'hôpital. Bon, finalement, ça n'a pas été 24 heures, ça a été beaucoup plus de temps que ça. Puisque une fois que j'ai vu les salariés, je me suis dit bon, il faut quand même que j'aille voir les syndicats, puis aussi il faut que j'aille voir en extra-hospitalier, puis il faut que j'aille voir les familles, puis il faut que j'aille voir la direction, puis il faut que j'aille voir l'ARS, puis enfin, j'ai l'impression qu'on n'en sortirait pas, quoi. Donc voilà, c'est une promesse qui est tenue en tout cas. Là, je dirais encore une chose, c'est que tout ce travail, y compris aujourd'hui, il est permis que parce qu'il y a une équipe derrière moi, il y a des bancs, il y a des tracts qui ont été distribués. Moi, j'ai pas fait tout ça, c'est pas moi qui ai fait la mise en page des tracts. Et tout ça n'est permis que parce qu'il y a une équipe. Il y a les petites mains qui sont visibles ou invisibles, mais qui font ça. Ensuite, moi, la restitution que je vais vous faire, je dirais que ça va partir du bas pour aller vers le haut. Du bas, c'est l'expérience des soignants pour aller vers le haut, c'est-à-dire pour aller vers l'ARS. Je vous en parle aujourd'hui parce que je vais faire paraître un petit bouquin qui s'appellera Un député à l'HP et accompagné d'une proposition de loi pour d'ici la fin de l'année en gros, je pense. Donc on va pouvoir discuter de ça. Et maintenant, vous dire la modestie de ma démarche, même si j'y ai passé du temps et je considère avoir fait mon travail sérieusement, il est évident que quand on vit à plein temps son travail comme vous le faites et depuis des années, vous allez peut-être pas complètement vous reconnaître à l'intérieur, vous allez trouver qu'il manque des choses, que c'est simpliste et tout ça, c'est fatal. Quand on parle de quelque chose, c'est fatal que tout n'y est pas, quoi. Donc simplement, c'est voir si dans les grandes lignes, en gros, on s'accorde sur un diagnostic. Donc pour démarrer, en partant du bas vers le haut, moi je partirai de Marine. J'ai changé les prénoms de tout le monde, hein. Bon voilà. Mais que je rencontre donc dans l'un des pavillons. Et c'est un pavillon où voilà, j'ai du mal à entrer en contact avec les patients. À la cantine, enfin, quand on échange 3 mots, c'est très compliqué. Tout le monde vient de me serrer la main, mais on me dit que les gens se sont mis la main dans la merde auparavant. Ben, bon, voilà, c'est une situation qui est quand même relativement catastrophique. Et je tombe à la fin de tout ça sur Marine, et qui vient me dire que elle m'attendait d'abord pour témoigner. Et elle me dit mon métier c'est une vocation, je l'aime. Et en même temps, elle en pleure parce que la direction, elle est en CDD depuis maintenant un paquet d'années, et la direction, elle sait pas si son CD va être renouvelé, et elle aime son métier. Et ce sur quoi je veux insister, c'est que une marine qui aime ce métier-là, pour moi, ça relève du miracle. Et pour moi, vous êtes dans une certaine mesure tous une forme de miracle. Parce que c'est un métier qui est extrêmement dur. Moi, y passer 20 minutes ou 1 heure avec les patients, je trouve ça pesant pour moi et vraiment un peu dur à éprouver. Et donc me dire que y a des gens qui font le choix d'y passer leur carrière, qui éprouvent du plaisir ou une satisfaction, ou bien qui voient un sens à ça, alors que les progrès qui sont effectués avec les patients, c'est quand même des tout petits progrès. Je trouve ça complètement, c'est de l'ordre d'un miracle. Je veux dire, c'est évident que c'est pas pour l'argent tout ça. Et le message central que je veux faire passer auprès de l'ARS et auprès de la direction, c'est que non seulement ces miracles, ils existent, mais que ces miracles, aujourd'hui, c'est comme si on les massacrait et comme si on les piétinait. Et voilà ce que je trouve complètement désastreux. Qu'il y ait cette générosité, parce que, par exemple, Marine, elle achète des feuilles de papier pour que les gens puissent dessiner, sinon apparemment ça pourrait attendre des semaines avant qu'ils aient de quoi dessiner. Elle le fait sur son propre argent de poche, enfin c'est pas l'argent de poche, sur son salaire, et malgré tout on ne sait pas si on va la garder, elle est mise dans une forme de précarité permanente et tout ça. Mais des gens formidables dans cet hôpital, j'en ai rencontré plein. Une psychiatre par exemple qui m'a fait un schéma dans tous les sens pour m'expliquer comment on devait soigner les patients schizophrènes, mais qu'en gros il n'y avait pas les moyens aujourd'hui à l'intérieur de l'hôpital pour apporter tous ces soins-là, ou même
William du truc de cinéothérapie, moi je trouve que ce qu'il fait est très chouette aussi. Et je veux dire, j'ai eu des tas de rencontres superbes à l'intérieur de tout ça. Ensuite, ce que j'ai trouvé de moins superbe, c'est la condition dans laquelle on vous fait exercer votre métier. Donc c'est pas vous qui êtes en cause, mais par exemple, je suis toujours dans la même unité avec un infirmier qui me montre qu'on passe dans une première chambre, et dans la première chambre, il y a 4 lits dans une chambre qui est prévue pour 2 personnes. Je lui demande depuis combien de temps c'est comme ça, et il me répond que ça fait plus d'1 an que les personnes sont à 4 dans cette chambre-là. Ce que j'avais déjà dit avant de venir, mais je le répète parce que cette intuition se confirme, c'est que moi, si on me met déjà dans une chambre de 2, je ne sais pas ce que ça donnerait. Mais si on me met à 4 personnes, avec un placard ou divisé en 2, avec je suis au pied des 2 autres lits. Si je ne suis pas fou en rentrant, je suis fou en y sortant. Et imaginez que ça dure comme ça pendant 1 an, 1 an et demi, je trouve ça délirant. On passe à la 2e chambre, toujours dans le même service, et il m'explique qu'on a installé des Oculus. Donc vous voyez, moi je ne savais pas ce que c'était, mais c'est un genre de hublot qu'on a sur les bateaux. Et là donc il m'explique qu'on ne considère pas ça complètement comme une chambre d'isolement, mais en fait c'est quand même une chambre d'isolement. Et là il y avait quelqu'un derrière qui se prenait pour un chien, qui était comme s'il était encore dans un chenil, puisqu'apparemment il avait eu à subir ça dans son enfance. Et il me dit, bah voilà, normalement, on devrait renouveler tous les jours, comme c'est une privation de liberté, il devrait y avoir un renouvellement quotidien de ça. Or, aujourd'hui, c'est fait à peu près toutes les 3 semaines, et le psychiatre ne vient pas le voir, il signe juste le papier. Donc là, on voit bien très bien ce qu'il y a comme atteinte au droit, en l'occurrence, puisque l'atteinte au droit va être encore prolongée à l'Oculus suivant, puisque là, on a quelqu'un qui demande à sortir, que j'avais été prendre le goûter avec les patients, et c'est l'un des patients qui avait été remis dans une chambre d'isolement, en tout cas derrière cet Oculus, qui lui cherchait à sortir, voulait communiquer avec nous, ce qui n'était pas le cas de la première personne, et qui pouvait pas sortir, qui était là privé de liberté. Et de la même manière, il est peu vu par un psychiatre, parce qu'il n'y a pas, on m'explique ensuite, qu'il n'y a tout simplement pas de psychiatre dans le service. Il y a une personne qui passe apparemment une demi-journée par semaine, mais il n'y a pas vraiment de psychiatre dans le service. Donc voilà, je pense que ce avec quoi un certain nombre d'entre vous ont à vivre, c'est-à-dire peut-être aussi avec une forme de remords, de culpabilisation. C'était le cas de cet infirmier-là, qui avait le sentiment de pas faire son travail correctement, quoi. De voir des patients en régression, parce qu'il y avait des patients, par exemple, qu'il arrivait à conduire à Flunch le mercredi pour aller bouffer à Flunch, c'était rien, mais c'était déjà quelque chose. Et bien là, du fait de l'absence de soins, je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a comme projet médical? Il me dit, mais des projets médicaux, il n'y en a pas. Comment on pourrait avoir un projet médical alors qu'il n'y a pas de médecin? Donc voilà la situation. En nettement plus positif, ce que j'ai vu chez tous, et ça c'est quelque chose qui, quand on vient, qu'on n'est pas du milieu psychiatrique, est compliqué à comprendre, c'est que le cœur de Pinel ne bat pas à l'intérieur de ses murs. C'est que l'essentiel pour les salariés de Pinel, c'est ce qui se passe en extra-hospitalier. C'est les CMP, c'est les CATTP, c'est tout ça. Et ça, c'est pas intuitivement, quand on passe devant ces grands murs et qu'on y est habitué parce que c'est notre ville depuis toujours, on estime que c'est là que se passe la psychiatrie. Or, c'est quelque chose qui est constant chez tous les cadres de santé, chez tous les infirmiers, chez tous les aides-soignants, chez tous les psychiatres que j'ai rencontrés. C'est au contraire une tension vers l'extérieur, un désir que le soin se déroule de plus en plus en extra-hospitalier. Et donc, ça explique aussi une forme d'acceptation, la fermeture des services à l'intérieur de Pinel, en se disant, en fait, c'est à l'extérieur que l'essentiel doit se passer. Donc là, je le répète parce que c'est quelque chose qui, pour les gens qui viennent, c'est quelque chose que vous devez porter dans vos explications. Quand on n'est pas habitué à ce milieu-là, on ne le comprend pas forcément, que le cœur de Pinel ne bat pas dans ses murs, il bat en extérieur. Et je trouve ça très beau, moi, quelque chose que je trouve très beau, c'est la solidarité permanente entre l'intra et l'extra, que j'ai trouvé dans les propos. C'est-à-dire que on interroge quelqu'un en intra dans un service qui va pas bien, et ce qu'il répond c'est « Ah, mais ce qu'il faut surtout c'est être tendu vers l'extérieur, et donc ce qui compte c'est l'extra ». Et quand on interroge quelqu'un en extra qui a été un peu moins heurté par tout ce qui s'est produit en intra, le truc qu'il dit c'est « Oui, mais on pense à nos collègues d'intra ». Et là je pense qu'il y a un élément pour la suite qui est intéressant, c'est une solidarité qui peut exister
entre l'intra et l'extra, j'ai pas vu. Vous savez, il y a par exemple un service comme Mosaïque qui se porte mieux, où les gens, simplement, c'est en extra, quand on demande aux gens, ils disent on a encore le sentiment de faire notre travail. Quand on demande aux gens de Mosaïque, ils répondent on a encore le sentiment de faire notre travail. Et dans plein d'autres unités dans lesquelles je suis passé, les gens n'ont plus le sentiment de faire leur travail. Ils ont le sentiment de remplir des papiers, de distribuer des médicaments, de faire de la garderie, mais ils n'ont pas le sentiment de faire leur travail. Donc voilà. Et dans tous les services où on a le sentiment de faire son travail, on pense aux autres qui eux, on souffre pour les autres. Et voilà, et je trouve que là, il y a un élément qui peut être porteur. Cette solidarité n'est pas cassée pour moi. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça en a témoigné sur quoi alors qu'il y a eu beaucoup d'acceptation, j'y reviendrai, de la part des soignants sur les fermetures de services en interne. Sur quoi ça a chopé? C'est sur la proposition ou l'imposition de supprimer un tiers des postes d'hospitalisation à domicile au printemps. Et c'est là-dessus que, en fait, on touchait au cœur de Pinel, mais au cœur sentimental, au cœur sensible de Pinel. Et là, on voit bien qu'il y a eu un refus, une solidarité qui s'est créée, à la fois entre les soignants, mais aussi avec les familles, par exemple. Et donc là, cette mesure a été combattue avec un relatif succès. Pour en venir aux décisions de la direction, et je veux bien une bouteille d'eau. Bon. Pour en venir aux décisions de la direction, moi, ce que je vois, c'est un très haut niveau d'improvisation. Parce qu'on nous dit que l'essentiel, c'est l'extra. Vous savez Merci beaucoup. Ce que vous dites quand les soignants disent l'essentiel, c'est tendu vers l'extra-hospitalier, on l'entend aussi au niveau de la direction. Maintenant, je trouve qu'il y a une très forte part d'hypocrisie. Quand le premier service qui a fermé ici, c'était justement une unité de préparation à la sortie. Donc une unité qui devait préparer les gens à aller vers l'extérieur. Ensuite, peut-être qu'elle ne fonctionnait pas parfaitement et tout ça, mais n'empêche que c'était un outil potentiel pour aider à la sortie. Donc quand on nous explique que c'est pour aller vers l'extra et que la première décision qui est prise, c'est de fermer une unité de préparation à la sortie, il y a quand même une très forte incohérence. Et quand ensuite, le premier réflexe, quand il y a une nouvelle injonction de réduction des budgets au printemps, c'est de dire qu'on supprime un tiers des postes en extra-hospitalier, et que c'est le premier réflexe qui apparaît, il y a à nouveau une contradiction avec l'objectif de dire c'est d'aller vers l'extra-hospitalier. Donc là, l'improvisation de la direction, qui en fait répond simplement à des exigences budgétaires de manière relativement brutale, voilà, mais elle se voit sur un petit détail qui est l'histoire de l'astreinte. Je ne sais pas si tout le monde est au courant ici, mais les gens qui étaient en hospitalisation à domicile ont appris, me semble-t-il, le 30 juin, c'est bien ça, le 30 juin à 14h, que l'astreinte téléphonique allait glisser vers l'UAO, vers l'unité d'accueil et d'orientation. Ils l'ont appris dans l'après-midi même. Et les gens de l'UAO ont appris qu'ils récupéraient l'astreinte téléphonique à 16h30. Donc pour prévenir les différents malades et les différents patients entre 16h30 et 18h, l'heure de la bascule, je veux dire, je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui fonctionne de cette manière-là. Moi, j'ai jamais vu ça, une décision qui est annoncée, y compris au cadre de santé, 1h30 avant qu'elle ne s'applique. Alors que ça faisait des années et des années que ça fonctionnait comme ça. Non seulement il n'y a eu aucune discussion avec les cadres de santé, avec les infirmiers, mais en plus, la décision leur a annoncé dans la journée même. On est là sur quelque chose qui, du point de vue de l'organisation, me paraît complètement délirant. Donc voilà. Donc, ensuite, que dire sur les familles? Je pense que la principale problème des familles est le même que le vôtre, c'est quelque chose qui relève de l'embouteillage. Ça, c'est quelque chose qui a souligné. C'est une espèce d'embouteillage à l'intérieur de vos services avec des patients qui restent souvent plus longtemps qu'ils ne le devraient, simplement parce qu'ils n'ont pas de solution à l'extérieur. Là, on a un gros problème. Par exemple, j'ai un copain dont la fille est autiste, donc qui avait eu l'occasion d'aller à la Marelle quand elle était petite. Ensuite, quand elle est devenue adolescente, je me souviens plus qu'est-ce que c'était le nom du service, mais il y a un service sur Amiens pour les adolescents autistes. Et elle se retrouve en adulte, elle se retrouve à l'U3B, c'est ça? Au 3B, elle se retrouve au 3B, ça marche pas du tout parce que c'est pas fait pour elle, et elle se retrouve à venir
passer 15 jours, finalement que 15 jours en psychiatrie ici, parce que ses parents font l'effort, et c'est un effort considérable, de la reprendre chez eux. Mais sur les enfants autistes, sur plein de trucs, il y a une absence de structure médico-sociale. Et ça, je pense que c'est l'un des nœuds qui fait le problème de Pinel. Il y a eu des cartes qui m'ont été filées, qui montrent la pénurie de tous ces établissements-là, évidemment en France, mais de manière particulièrement accrue dans notre département. Et ça, c'est quelque chose qui fait souffrir Pinel. Le taux... alors, j'ai remercié mon équipe, il y a Juliette qui était là, donc c'est ma madame statisticienne qui a été rechercher toutes les statistiques, elle est là-bas. Le taux de personnes qui restent de plus d'1 an, je me souviens plus, je l'ai à la fin. Hein, la moitié des lits où les personnes restent plus d'1 an. Il est évident que c'est très supérieur à la moyenne nationale et que c'est un gros problème. Maintenant, le problème n'est pas c'est pas parce qu'on va sortir les gens à coups de pied que ça va marcher. C'est qu'il faut y avoir des solutions à l'extérieur. Et là, l'un des problèmes à résoudre, vous le savez peut-être, mais je vous le confirme, c'est il y a autant, ici c'est financé à 100% par la Sécu et le ministère de la Santé, autant les structures médico-sociales, il y a un partage du financement entre le département et le ministère de la Santé et la Sécu. Donc, quel est l'intérêt? Le problème aujourd'hui, il est là. Ça ne va pas être énoncé de manière aussi cynique par le département, mais de manière inconsciente. Quel intérêt aurait le département à, par exemple, construire des foyers d'accueil médicalisés, des masses et ainsi de suite? C'est-à-dire qu'ils vont reprendre une charge qui va leur tomber dessus, alors que tant que ça reste ici, c'est la Sécu et le ministère de la Santé qui payent. Donc, de mon point de vue, et j'en ai discuté avec l'ARS, et là-dessus, il peut y avoir un point d'accord avec l'ARS, ce qui devrait être fait au niveau national, c'est faire que ce soit les mêmes financeurs qui payent pour le sanitaire et pour le médico-social, de manière à ce qu'il y ait un intérêt pour ceux qui financent à construire des structures dans le médico-social. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt, c'est comme s'il y allait avoir un déplacement de charge. Sachant que ce serait, à mon avis, ça serait un mieux humain, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas à leur place ici, et qui seraient sans doute bien plus heureux. Par exemple, je parlais de cette gamine autiste qui était bien plus heureuse quand elle était dans des foyers spécialisés et ainsi de suite. Et d'autre part, ça serait un atout budgétaire aussi, puisque une journée ici, ça coûte à peu près 800 €. Une journée dans des maisons spécialisées, c'est 300 €. Donc on y gagnerait, à mon avis, sur le plan humain, et on y gagnerait aussi sur le plan budgétaire, mais simplement, il y a un blocage, qui est un blocage administratif, qui, me dit-on, dure depuis 1975, et qui fait que il y a le département devant financer, il ne finance pas, et on reste dans une situation qui est bloquée, avec, il crée quelques places de temps en temps pour faire genre, mais il n'a pas envie d'un vrai transfert de charge. Donc je pense que là, on a une difficulté qui du coup touche à la fois les familles en premier lieu, et évidemment les soignants aussi. Ensuite, ma rencontre avec la direction. Bon. Ça a duré 3 heures. Alors, ça a duré 3 heures. Moi, je m'attendais à avoir une rencontre en tête-à-tête avec monsieur le directeur et avec son DRH, comme on avait eu la première fois, puisque avant de venir, d'être accepté ici pour passer un petit peu de temps, on avait eu une rencontre avec tous les deux. Et là, je me suis retrouvé avec un staff au complet. Et donc, voilà. Et pour un match de boxe, quand même, qui a duré pendant 3 heures, et d'où je pense qu'on est tous sortis fatigués. Je vous donne un extrait de... Vous savez, on parle de langue de bois. Si vous touchez du bois, c'est dur, vous pouvez vous heurter à ça. Là, on n'est pas dans de la langue de bois, c'est une langue molle, c'est une langue chloroforme, c'est une langue qui vous endort. Je vous en donne un extrait. La fermeture de Falleret s'inscrit dans cette dynamique d'un projet médical qui intègre et qui est la clé de voûte d'un projet d'établissement qui durera sur 5 ans à compter de l'année prochaine, de 2018 à 2022. Bon, ça dure comme ça pendant des plombes, quoi. Donc, surtout, ce que je vois, c'est ce que je dirais, c'est une direction complice de l'ARS. On pourrait avoir un certain refus, voire une résistance, c'est ce qu'on pourrait, de manière à défendre l'établissement. Mais vous allez voir que chaque fois que dans le dialogue, j'introduis l'idée que ça va particulièrement mal à Pinel, le directeur noie le poisson. Je veux dire, quand on voit le nombre de psychiatres qui ont démissionné de cet établissement, dont on m'a fourni la liste lundi dernier, c'est quand même tout à fait impressionnant si on ne comprend pas là qu'il y a un... Bon, là, je lui dis quand même, là, ça ne va pas trop dans votre hôpital au niveau de la psychiatrie. Il me répond, la pénurie est nationale au niveau de ces spécialités, mais je vous en cite d'autres.
l'anesthésie, la chirurgie, les gériatres, les urgences, c'est vraiment dramatique. Alors est-ce qu'il faut remonter l'histoire et dire que c'est une problématique de numerus clausus et puis tout ça? Je veux dire, on a un problème qui est grave peut-être dans l'ensemble des secteurs, peut-être particulièrement en psychiatrie, mais enfin qui est particulièrement aigu dans cet hôpital psychiatrique à Amiens. Et là, on vous envoie dans un noyage de poissons complètement généralisé. Alors, l'avantage, c'est que son DRH, lui, il biaise pas comme ça, il est plus loin. Les médecins partent parce qu'ils peuvent gagner plus en clinique privée. C'est tout. C'est tout. Et je veux dire, moi, j'ai rencontré des tas de médecins. Ouais, c'est clair. J'ai rencontré des tas de médecins qui m'ont semblé engagés dans leur travail, volontaires pour aller qui sont pas venus dans le service public par hasard, qui ont le sentiment d'aimer les patients, puisqu'il y a Mme Cormier qui est là. Je l'ai entendu, moi, ça me fait pleurer, je ne vais plus voir de schizophrène. Bon, c'est des déclarations. C'est des déclarations que, voilà, ça dit de la même manière que Marine, au début, elle en pleurait pour de vrai, Marine, pour le coup, de plus savoir si elle allait pouvoir rester dans ce métier qu'elle aimait ou pas. Mais quand on vient vous dire qu'on aime les schizophrènes, ça démontre un engagement dans le métier, dans son métier. Et si jamais vous quittez ce métier-là, c'est pas pour des raisons financières. Ici, c'est parce que les gens, pour la psychiatrie. Alors, après, j'ajouterai autre chose, mais donc je défends les psychiatres. Moi, je dis, ça me paraît pas juste. Donc au DRH, parmi les psychiatres que j'ai rencontrés qui s'apprêtent à partir, qui hésitent, ce n'est pas la rémunération qui joue, c'est sûr. Et donc là, il y a une psychiatre qui était présente et qui me dit, c'est le sens. Voilà, j'approuve, c'est sur le sens que prend son travail. Et là, le psy, lui, comme un enfonce le clou. Si on ne trouve plus de sens à notre travail, là c'est la psy, si on ne trouve plus de sens à notre travail, à un moment donné, on arrêtera de se battre aussi. Parce que la psychiatre qui est chef de pôle là, s'interroge sur est-ce qu'elle aussi, elle va rester. Je pense que tous les psychiatres, le truc c'est que les psychiatres, ils ont une option qui est la fuite. Vous savez, combattre, accepter, fuir. Les infirmiers, ils savent que le marché du travail est très compliqué pour eux. Et donc, ils n'ont pas la possibilité de la fuite. Donc avec l'ARS, de quoi on a discuté? Oui, on a discuté. Alors moi, ce que j'ai découvert, c'est bizarre. Comment se passent les conversations? Ça a été beaucoup plus cordial avec l'ARS qu'avec la direction. Mais c'est bizarre comment se passent ces conversations parce que, vous savez, ça a été des heures de lecture, de machin, de ceci, de cela, sur la psychiatrie, de rencontres. Avec l'ARS, on a encore un truc, ça dure 1h30, 2 heures, donc c'est long quand même comme entretien. Et c'est dans les dernières minutes, alors qu'on s'apprête à se lever, qu'on trouve une clé de compréhension de que fait l'ARS. En fait, moi, ce que je ne savais pas, mais je le découvre là, mais peut-être que vous n'allez pas le découvrir, c'est que autant on augmente de 2% grosso modo le financement des hôpitaux à travers la T2A, et on accepte ça, autant la DAF Psy, la dotation à la psychiatrie, non seulement n'évolue pas, ne grimpe pas de 2%, mais en plus elle diminue d'année en année. Moi, c'est une donnée que j'ignorais. Mais je pense que là, on a une clé de compréhension et une clé sur laquelle, nationalement, il s'agit de défendre cet hôpital-là, mais nationalement, on doit agir sur la psychiatrie. On doit refuser. Pourquoi alors? Quel est le raisonnement de l'ARS pour dire qu'on baisse les budgets psy? C'est de dire que comme ça va se passer en extra-hospitalier, eh ben, ça va coûter moins cher. Vous voyez? Donc, en ambulatoire. Bon, d'abord, il faut savoir que le virage de l'ambulatoire, on le demande aussi aux hôpitaux. Et pourtant, on ne leur demande pas de baisser leur budget en permanence. Donc, pourquoi ça s'applique à l'un et pas à l'autre? Et d'autre part, il n'y a pas une automaticité. Voilà. Donc, je pense que là, on a une clé de compréhension de ce qui se passe. Je suis désolé, mais moi, je l'ai compris dans les dernières minutes de cet entretien. Et ça veut dire qu'on a une clé d'action. Et moi, je souhaiterais porter une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale qui fasse qu'on n'ait pas une diminution automatique, mais qu'on ait plutôt grosso modo, que la courbe de la DAP Psy épouse la courbe de la T2A. Si on augmente de 2% par an, si on accepte une augmentation de 2% par an sur la T2A, eh ben on doit l'accepter la même augmentation sur tout ce qui est psychiatrie. Surtout qu'il est prouvé que les Français ne se portent pas de mieux en mieux sur le plan psychiatrique, loin de là. Donc il y a un besoin. Donc je pense que là, on a une proposition sur laquelle on pourra revenir ensuite, mais c'est la proposition que je ferai. Alors il faut voir comment ça passe dans les créneaux de l'Assemblée nationale et tout ça. Je sais pas, vous savez, une proposition portée par moi et pas celle qui a le plus de chances d'aboutir. Mais sur le plan symbolique, il faut avancer. Si on veut que ça aboutisse dans 2, 3, 4, 5 ans, c'est maintenant qu'il faut poser les jalons. Dernier point.
Dernier point, c'est un point problématique. C'est le point du contre-pouvoir. Je vous l'ai dit, pour moi, le dialogue social, c'est bien, mais il doit y avoir un rapport de force dans le cadre du dialogue social. Face à l'ARS, en fait, on a, vous le savez, mais on a un pouvoir qui a glissé du médical à l'administratif budgétaire. Et l'administratif, c'est la direction, le budgétaire, c'est l'ARS. Donc le pouvoir a glissé de cette manière-là. Moi, mon interrogation, et c'est celle que je veux soulever en votre présence, c'est comment on construit un contre-pouvoir face à ce pouvoir budgétaire et administratif. Et là, moi, ça a été mon gros souci pendant tout ce temps-là, c'est que j'ai pas trouvé sur qui m'appuyer pour dire que voilà, on a le début d'un contre-pouvoir. Alors, je vais donner des petits exemples. Moi, j'attendais beaucoup des psys. En toute franchise, je me dis, voilà, on a des intellectuels qui sont super formés et tout ça, qui risquent pas grand-chose parce que s'ils partent, ils peuvent partir. Et puis, bon, quand on a appelé la présidente de la CME, qui est médecin, qui est psychiatre, et pour la rencontrer avant la rencontre avec la direction, et qu'elle dit je viens, ben c'est pas grave, vous allez me voir au moment, en même temps que vous rencontrez la direction. Je trouve ça gênant. Je trouve ça gênant parce que normalement on devrait avoir un contre-pouvoir médical ou une autorité médicale indépendante du pouvoir administratif et budgétaire. Voilà. Et donc là, ils n'ont pas tenu exactement le même discours. Il ne faut pas que je sois caricatural au cours de cette réunion, mais disons que je trouve que c'est il y a là quelque chose qui n'est pas clarifié sur le rôle de la CME et sur le rôle de l'instauration d'un contre-pouvoir médical face au pouvoir administratif budgétaire, pardon, excusez-moi. Donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose sur lequel, si on veut que ça tourne un peu mieux et qu'il y ait des discussions dans cette hôpital, sur lesquelles il faut agir. Ensuite, je le disais, il y a cette histoire de fuite chez les infirmiers, il est beaucoup plus compliqué de fuir. Moi, ce que j'ai trouvé les plus révoltés dans ce truc, c'est un certain nombre de cadres de santé que j'ai rencontrés. Révoltés et voulant un peu construire autre chose. Et ensuite, il y a un découragement qui est latent chez tous et qui se ressent aussi chez les syndicats. Moi, j'étais au local syndical et à un moment, je leur demande, bon voilà, ok, on a fait le constat que ça va mal à Pinel, vous savez, on peut le faire pendant des plombes et des plombes. Comment maintenant on va lutter? Et là, la réaction des trois personnes en face, c'était... Et moi, ça m'en disait long sur le découragement, sur la résignation, sur l'acceptation dont il faut nécessairement sortir pour aller vers le combat et la révolte si on veut qu'il y ait des choses qui changent, quoi. Alors je dis pas que ça soit facile, mais et après il y a un mec qui m'a complètement cassé les pattes. Il m'a dit c'est pas la lutte finale, c'est la lutte est finie. Bon, simplement moi je lui ai dit mais alors pourquoi je suis là? Parce que moi je viens pas là pour dire que ça va mal et puis que ça va aller encore plus mal et puis tout ça. Moi si je suis là c'est pour amener du jus et que derrière il y ait de la bagarre ou qu'il y ait, enfin de la bagarre pas physique mais qu'il y ait de l'envie, qu'il y ait tout ça. Donc voilà, c'est la question que je vous pose aujourd'hui, c'est comment faire pour que ça soit pas la lutte est finie. Enfin, je vous remercie en tout cas. Donc, oui, sur le calendrier, on va peut-être faire, il n'y a pas de micro, mais on va peut-être faire des prises de parole et puis tout ça. Sur le calendrier que moi je propose là, c'est de faire, on va faire sortir donc je vais faire sortir un bouquin. Si vous avez des remarques à faire sur ce que je viens de dire et que vous trouvez que ça correspond pas à ce que vous vivez, vous venez me voir et puis je l'intégrerai ou non bien je vous viendrai vous voir et on en rediscutera. Maintenant sinon moi ce que je prévois c'est un calendrier avec sortie d'un bouquin genre début décembre et un dépôt de proposition de loi en même temps. Pourquoi? Parce que sur le plan médiatique c'est pas mal d'avoir la proposition de loi et le bouquin de manière concomitante. Si en plus il y a une lutte qui démarre à ce moment-là, c'est parfait.